Dans la première moitié du XXe siècle, un certain nombre de pays sont confrontés à des dirigeants au régime dit totalitaire. C'est par exemple le cas de l'Allemagne avec Hitler ou encore de la Russie avec Staline. Mais nous allons nous intéresser à l'Italie sous Benito Mussolini. Ainsi, nous allons nous demander quelles sont les particularités du régime fasciste de Mussolini ou encore est-ce que les Italiens y ont adhéré. Dans un premier temps, nous verrons une biographie de Mussolini et de son parcours, car il est intéressant de noter qu'avant de créer son régime fasciste, Mussolini a d'abord été socialiste. Par la suite, nous verrons son arrivée au pouvoir, ses caractéristiques, mais aussi sa chute. Et pour finir, nous nous demanderons si le peuple italien adhère réellement et par quels moyens le régime fasciste a tenté sa propagande. Mais qui est Mussolini ? Mussolini, en quelques mots, c'est le fondateur du fascisme et le futur dictateur de l'Italie en temps de guerre. On l'appelait même Il Duce, qui veut dire le chef ou le guide. Avant d'arriver à ce statut, il faut dire que le parcours politique de cet homme fut tumultueux. Nous allons donc faire un retour sur son parcours, de ses débuts socialistes à sa mort commanditée. Fils d'un forgeron et militant anarchiste et d'une institutrice, Benito Mussolini naît le 29 juillet 1883. Sa région natale, la Romagne, est une province aux fortes traditions révolutionnaires. Ainsi, Mussolini baigne très tôt dans un esprit de militantisme. C'est en Suisse, où il est exilé en 1902 pour échapper au service militaire, qu'il effectuera d'ailleurs finalement 2 ans plus tard, qu'il découvre les thèses de Lénine et rencontre des réfugiés bolcheviques. Séduit par l'idéal révolutionnaire soviétique, il exerce un temps le métier d'instituteur avant de se lancer pleinement dans la politique, à l'aile gauche du Parti socialiste. Ainsi, il est d'abord membre du Parti socialiste italien, le PSI, dès 1900, et il sera directeur du quotidien socialiste Avanti, qui signifie en avant, à partir de 1912. Il dira même un petit peu avant, en 1909, que créer l'âme italienne est une mission superbe. Un petit peu après, en 1914, il changera d'opinion en se déclarant favorable à l'entrée en guerre de l'Italie. Il sera donc expulsé du PSI en novembre 1914. De ce fait, il va créer son propre journal, qui se nommera Il Popolo d'Italia, qui signifie le peuple d'Italie. Ce journal prend des positions nationalistes. Il s'inspire de son ami Hitler pour éduquer la jeunesse italienne. Le salut romain est devenu obligatoire dans toutes les administrations, voire dans les écoles communales. Les petits écoliers saluent en levant le bras droit, les instituteurs répondent du même geste. Dans l'immédiate après-guerre, des classes sociales mécontentes émergent à cause de la victoire mutilée, au manque de reconnaissance qu'on leur doit grâce à leur sacrifice au front. Ainsi, la première association Arditi, corps spécial de l'armée italienne, est créée, et de nombreux anciens soldats se réunissent pour faire des revendications nationalistes, etc. De là va alors émerger un nouveau parti dirigé par Mussolini en novembre 1921, le Parti national fasciste, premier parti d'Europe occidentale ouvertement non démocratique. Il se présente au pays avec ce programme politique nationaliste, autoritaire, antisocialiste et antisyndical, ce qui lui vaut l'appui de la petite bourgeoisie et d'une partie des classes moyennes industrielles et agraires. À partir de l'été 1920, il a manqué ses troupes paramilitaires au service de la contre-révolution. Ces miliciens armés, reconnaissables à leur uniforme les chemises noires, multiplient les campagnes d'intimidation. Ils attaquent les bourses du travail, lieu de rassemblement des ouvriers, et brisent les grèves. Les fascistes apparaissent ainsi comme les responsables de l'ordre face aux révolutionnaires. Ils bénéficient à ce titre de l'indulgence des forces de l'ordre et de la justice et sont regardés avec bienveillance par le patronat italien. Les chemises noires sont alors plus de 700 000 en 1922. Cependant, le parti fasciste n'arrive pas pour autant à convaincre le corps électoral. Mais il démontre une nouvelle fois sa force en août 1922, en brisant une grève générale lancée par le Parti socialiste et dirigée contre lui. Là-dessus, Mussolini fait une menace de coup d'État en 1922. Il menace de prendre Rome par la force si le pouvoir ne lui est pas confié. 40 000 chemises noires sont aux portes de Rome. La marche sur Rome porte alors ses fruits, car le roi Victor Emmanuel lui confie le pouvoir le 29 octobre 1922 en le nommant président du Conseil. Les chemises noires poursuivent malgré tout leur marche sans rencontrer de résistance pour le symbole, pour donner l'illusion d'une prise de pouvoir personnelle. Lorsque Benito Mussolini arrive à la tête du Conseil, il se montre respectueux des règles constitutionnelles afin d'obtenir la confiance des députés.
Sa détermination va lui valoir la sympathie des élites. Dans les provinces, les chemises noires poursuivent la mise en place des organisations syndicales. La fête du travail du 1er mai est absorbée. La grève est enfin interdite et en novembre 1922, la Chambre des députés et le Sénat votent les pleins pouvoirs à Mussolini pour un an. En 1923, Mussolini instaure la loi Acerbo, donnant les 2/3 des sièges au parti ayant obtenu le plus de voix. Cette loi va alors permettre le succès du Parti national fasciste aux élections de 1924. Après l'affaire Matteotti en 1924, l'assassinat du député socialiste par un groupe fasciste, Mussolini va instaurer un régime dictatorial. Le parti fasciste est alors considéré comme une association de criminels. En 1926, Mussolini va instaurer les lois fascitissimes. Les autres partis politiques vont alors être interdits, la presse censurée, l'OVRA mise en place, les services secrets de police politique dont se dota l'Italie fasciste. Mussolini, désormais, contrôle plusieurs ministères. Il n'est plus responsable que devant le roi. Il peut légiférer par décret-loi, c'est-à-dire sans demander le vote du Parlement. Le Parlement n'a plus l'initiative des lois. Par ailleurs, le Sénat est maintenu, mais sans pouvoir. Il instaure donc un parti unique et instaure une dictature. Après être devenu chef du gouvernement, Mussolini est l'objet d'une série d'attentats. Le premier est conçu le 4 novembre 1925 par le député socialiste Tito Zanniboni, mais l'OVRA écarte la menace. Le 7 avril 1926, Violet Gibson, une Irlandaise présentée comme déséquilibrée, tire un coup de feu en direction de Mussolini, le manquant de peu. Le programme économique du fascisme à son origine est sociale. Si la volonté de Mussolini de transformer le fascisme en parti politique et d'accéder au pouvoir le conduit à rassurer les milieux patronaux. Il parvient néanmoins dans les années 1920 à mettre en place une politique sociale. La journée de travail de 8 heures et la semaine de 40 heures sont adoptées en 1923. Le travail de nuit est interdit aux femmes et aux mineurs. Le gouvernement est moins inspiré dans son souci d'autarcie. Par fierté nationale, Mussolini veut en effet que l'Italie se suffise à elle-même en matière agricole. Il lance en grande pompe la bataille du blé en 1925. En 1927, l'État fasciste contraint les entreprises à des mesures d'hygiène beaucoup plus strictes. Avec l'INFIL, Institut national fasciste pour les accidents du travail, chargé de la prévoyance et de l'assistance sociale, le régime met en place un vaste programme de santé publique. Enfin, la multiplication des colonies de vacances et des centres sportifs sont des éléments clés d'un ambitieux programme de loisirs, notamment pour la jeunesse. Cependant, par la suite, Mussolini remet en place les 48 heures pour augmenter la production. En 1927 également, la promulgation d'une charte du travail entraîne une réduction des salaires de 20% pour 2 millions de travailleurs. Au fur et à mesure de son régime, il va installer de plus en plus un régime totalitaire strict. Il va par exemple décentraliser le téléphone, les assurances-vie seront plus difficiles à obtenir, car elles seront sous la charge d'assureurs privés, donc plus chères. Le fascisme italien a une aspiration totalitaire. Il ne veut pas admettre d'opposition organisée et veut contrôler la totalité des activités de la société. Cette aspiration totalitaire trouve sur sa route l'Église catholique, dont le pouvoir est immense en Italie, notamment par son représentant politique, le Parti populaire italien, qui jouit d'une assise électorale très importante. Or, depuis l'annexion en 1870 des États pontificaux, l'Église est en conflit ouvert avec l'État italien. Bien qu'ancien militant anticlérical contre le pouvoir du clergé sur la population, Mussolini concède un certain nombre de compromis à l'Église catholique qui lui permettent de signer en 1929 les accords du Latran avec le Vatican, opérant la réconciliation du fascisme et du catholicisme, restée présente depuis l'unification de l'Italie, ainsi que le catholicisme devient la religion d'État. La Seconde Guerre mondiale ou encore la chute du régime. En 1940, l'Italie est l'alliée de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale contre la France et le Royaume-Uni, déclarant ensuite en 1941, avec le Japon, la guerre aux États-Unis et à l'Union soviétique. Dès avril 1939, l'Italie envahit déjà l'Albanie. Elle participe aux années suivantes à la guerre, par exemple au désert en Afrique du Nord, ou encore au front de l'Est en Union soviétique.
À la suite du débarquement allié en Sicile en 1943, le régime fasciste s'effondre. L'Italie se range donc aux côtés des Alliés contre l'Allemagne. Des drames vont alors se produire là où les troupes italiennes sont au contact direct des Allemands et refusent de déposer les armes, comme le massacre de Céphalonie et d'autres, comme à Corfou par exemple, en Grèce notamment. Les derniers fascistes créent la République sociale italienne, alors que de nombreuses républiques partisanes éphémères se créent. En 1945, les forces nazies et fascistes sont défaites. L'armée allemande en Italie capitule le 25 avril 1945. Cette date est, depuis, un jour férié en Italie, comme à l'image de notre 8 mai. La mort de Mussolini. Nous avons vu précédemment que l'Italie capitule le 25 avril 1945. Et bien quelques jours plus tard, ça sera également la mort de Mussolini. En effet, en avril 1945, alors que les Alliés avancent et qu'Hitler est abandonné de toutes parts, Mussolini est plus isolé que jamais. Il prend donc peur et quitte Milan dans la précipitation. Accompagné de ses fidèles et rejoint par sa maîtresse Clara Petacci, il remonte vers Comme et est arrêté seulement au bout de 2 jours par des partisans de Victor Emmanuel III. C'est là, au village de Dongo, que les partisans reçoivent l'ordre de fusiller les prisonniers sans aucun procès, le 28 avril 1945. Les dépouilles de Mussolini, de sa maîtresse et de 16 de leurs fidèles sont alors ramenées à Milan, où la foule se rue sur le convoi et que les Italiens commencent à s'arracher les corps. Les autorités, afin de cesser les mouvements dans la rue, mais de rassasier tout de même la soif de vengeance des Italiens, fait suspendre les corps par les pieds sur la Piazza Loreto, où ils sont exposés aux yeux de tous et au crachat. Hitler, apprenant la nouvelle depuis son bunker, se suicidera le 30 avril avec sa maîtresse. L'adhésion du peuple. Maintenant que nous avons vu l'histoire de l'Italie durant ce qu'on appelle la double décennie, intéressons-nous maintenant à l'avis du peuple. Nous savons qu'un régime totalitaire impose ses idées. Ainsi, le peuple est donc d'un côté obligé de s'y plier. Mais nous allons nous demander si cette adhésion est réelle ou superficielle et jusqu'à quel point les Italiens ont-ils adhéré au régime fasciste. Contrairement au nazisme, qui lui a suscité un véritable enthousiasme de la part des Allemands, l'adhésion des Italiens au régime fasciste a toujours semblé moins radicale, notamment vis-à-vis du Parti national fasciste, le PNF, qui était devenu chez beaucoup d'Italiens un engagement fasciste plus pour une nécessité familiale. Pour essayer de percer ce mystère, l'historien Christopher Dugan, un des meilleurs spécialistes du fascisme, il a notamment étudié par exemple en détail les relations très complexes entre Mussolini et la mafia, a décidé d'examiner les multiples journaux intimes, lettres et expressions publiques que les Italiens ont laissées à l'époque du fascisme. La tâche, comme l'explique l'historien, était dure, car face à un régime totalitaire doté d'une immense machine de propagande et d'oppression, les individus peuvent faire preuve d'une extrême prudence et rien n'assure que même leurs écrits les plus privés soient totalement sincères. Ainsi, les études qu'on a pu faire sur le sujet ont donc été considérées comme réputables, car il était difficile aux Italiens de se laisser de manière très sincère. Ainsi, ces journaux et documents intimes avaient une valeur très contestable, pour ne pas dire suspecte. Tout ce qui laissait penser que le fascisme avait reçu d'un réel soutien était inaudible. Cependant, pendant longtemps, il fallait à tout prix minimiser l'adhésion du peuple italien au fascisme. À la lecture de tous ces documents privés, Dugan aboutit à la conclusion inverse. Le régime de Mussolini aurait eu, selon lui, une grande force d'attraction sur l'italien ordinaire. La première preuve qui frappe, d'après Dugan, est le très faible nombre de journaux trahissant une opposition réelle au fascisme et en particulier à Mussolini. Car, en effet, il était associé à une grande sympathie. De plus, on le croyait capable de redonner à l'Italie la grandeur de l'ancienne Rome. En revanche, le parti fasciste est méprisé. On le juge corrompu, cupide, mais cette dérive n'entame en rien la popularité de Mussolini. Par ailleurs, le rapprochement avec l'Allemagne n'est pas du tout compris par les Italiens. Le libéralisme n'était pas apprécié en Italie, il méritait des mots qui justifiaient le choix du fascisme. En conséquence, les vieilles démocraties, dites archaïques, comme la France ou la Grande-Bretagne, ne jouissaient d'aucune estime dans la péninsule. Mais l'amour de la guerre de l'Allemagne nazie suscitait une véritable angoisse en Italie. Il est intéressant de noter qu'à la chute de Mussolini, beaucoup d'Italiens regardaient leur guide, leur chef,
comme un Christ subissant le Golgotha. C'est une comparaison qui a beaucoup marqué les esprits. Ce qui conduit Christopher Dugan à rouvrir ce dossier un peu houleux sur la question de savoir si on peut parler du fascisme comme d'une véritable religion politique. L'État est personnalisé par la personne de Mussolini. La propagande du régime encourage le culte de la personnalité par le biais de tous les nouveaux médias. Le cinéma de propagande fasciste est l'instrument cinématographique du régime fasciste italien dans la première moitié du XXe siècle, qui lui sert à propager ses propres valeurs et idéaux aux masses populaires. Ce fut un phénomène artistique qui réussit à créer dans certains cas des œuvres cinématographiques de valeur. Comme le cinéma du Troisième Reich et une partie du cinéma soviétique, le cinéma italien de la période fasciste a été soutenu par l'État et employé comme outil de propagande politique. L'esthétique et les thèmes du cinéma de propagande sont la virilité, l'héroïsme, le révolutionnarisme et la célébration du régime et de ses idéaux. Le premier film de propagande fasciste, qui remonte à 1923, est Il grido dell'Aquila de Mario Volpe. De plus, comme les empereurs romains, Mussolini a multiplié les projets architecturaux colossaux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Benito Mussolini, en Italie, va utiliser les codes de l'architecture romaine antique à des fins de propagande. Mussolini déclarant d'ailleurs « Rome est notre point de départ et notre référence. Nous rêvons d'une Italie romaine, c'est-à-dire sage, forte, disciplinée et impériale. » L'Italie mussolinienne a utilisé l'événement sportif à des fins de propagande dès la fin des années 20. Les Duce lui-même, autoproclamé premier sportif d'Italie. Des stades monumentaux symbolisant la rhétorique fasciste sont construits dans toute la péninsule. En conclusion, nous pouvons affirmer que Benito Mussolini a exercé un réel régime totalitaire en Italie. Il a supprimé des droits importants pour le peuple italien et a donné une forte importance à l'économie de son pays, économie qui a été interventionniste. Il s'est également allié à l'Allemagne, connue pour sa dictature, et de ce fait, il s'est investi dans la Seconde Guerre mondiale et a été l'auteur de nombreuses morts. Quant à l'adhésion du peuple italien, nous pouvons affirmer que les avis étaient bien tranchés. En effet, d'une part, même si nous avions l'Italien qui idolâtrait son chef, d'une autre part, nous avions tout de même les Italiens qui ne s'y sont jamais vraiment assimilés. Malgré les apparences d'adhésion face à cette Italie parfaite, le peuple accordait une certaine retenue, qui a été la cause d'un gros retournement de situation en 1945. On le note notamment avec la vague de haine qu'a subi le corps sans vie du dictateur. Par la suite, Pietro Badoglio commandera l'armée italienne pendant la guerre d'Éthiopie et deviendra président du Conseil du Royaume d'Italie après la chute de Mussolini.